Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant. Après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans d'Explorer, avec aujourd'hui une Arlésienne. Un film que tous les cinéphiles du monde entier attendent depuis presque 40 ans. Le retour sur le devant de la scène d'un immense metteur en scène, et le trouble qui s'empare de nous, spectateurs, devant le résultat final. Chers amis, .e.s, aujourd'hui nous abordons le cas étrange de Megalopolis, réalisé par Francis Ford Coppola, et j'aimerais, dans la grande tradition des métaphores sexuelles en ouverture de cette émission, vous parler de cette situation que je pense nous avons toutes et tous connue, ce moment, vous savez, où nous avons un crush. Nous avons quelqu'un qui nous plaît beaucoup, quelqu'un qui nous fait fantasmer même. Et puis, le désir monte à mesure que le temps passe, que nous nous rapprochons de lui ou d'elle. Et puis vient le moment où enfin, ça y est, on se rend compte que notre crush, eh bien, on lui plaît aussi. Et donc on va pouvoir conclure, ça y est, ça va venir. Le grand moment, le climax s'apprête, s'apprête à transformer notre monde intérieur pour toujours. Et puis, au moment de passer à l'acte, eh ben, on se rend compte que c'est nul. Que notre fameux crush, cette personne que nous avons tant désirée, que nous avons tant fantasmée, ne sait pas y faire. Et alors, on remet tout en question, la vie, l'amour, la mort, nous-mêmes. Et on se rend compte qu'on ne comprend plus rien au désir et qu'il convient de repartir de zéro. Et bah c'est un peu le sentiment que m'a laissé Megalopolis de Francis Ford Coppola, qui était un film qui, comme beaucoup je pense, me faisait fantasmer. Un film sur lequel Coppola avait commencé à travailler pendant le tournage d'Apocalypse Now, donc 1979. Un film dont il avait parlé pendant des années, qui avait été mis en production au tout début des années 2000, puis arrêté suite aux attaques du 11 septembre, puisque Coppola considérait qu'on ne pouvait pas faire un film sur la transformation et la destruction d'une ville juste après les attaques du 11 septembre à New York, surtout que Megalopolis est clairement une métaphore de New York. Et puis la production qui reprend en 2019, une annonce au Festival de Cannes, en compétition officielle, bref, énormément de promesses, énormément de fantasmes qui entourent un film de science-fiction, une sorte de fable métaphorique qui entendait révolutionner la manière. J'aimerais finir cette phrase, mais en fait, je ne sais pas vraiment de quel type de révolution est-ce qu'on espérait que le film fût l'incarnation, parce que on ne savait pas grand-chose, en fait. On avait vaguement entendu parler d'un concept, l'histoire d'un architecte capable d'arrêter le temps. On avait vaguement entendu parler d'une ambition artistique qui était d'écrire une fresque typique de l'Antiquité romaine, mais dans un New York contemporain pour pousser une espèce de métaphore entre la décadence de l'Empire américain et la décadence de l'Empire romain. Et puis on s'était contenté de ça. On s'était arrêté là. Et face au résultat final, ce désir premier, ce fantasme premier, semble très très loin derrière nous. Megalopolis est un film sur lequel il y a beaucoup à dire, et en même temps sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. Je dois vous avouer qu'en sortant de la salle, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter dans cet épisode, pour la bonne et simple raison que le sentiment qui a dominé en moi spectateur, qui avait fantasmé ce film depuis des années, et qui y avait enfin accès, c'était un sentiment de grande confusion. La confusion comme réponse du spectateur à un film qui part dans tous les sens. Mais dans tous les sens, tant visuellement que narrativement, porté par une urgence, une espèce d'énergie du désespoir, où chaque scène est une idée, chaque scène est un concept, et peu importe si ça colle avec la scène d'avant, peu importe s'il s'installe une sorte de logique dramatique qui viendrait harmoniser les différents éléments entre eux, c'est comme si chaque scène était indépendante l'une de l'autre, comme si chaque idée de mise en scène se suffisait à elle-même. Et donc, la manière dont on peut commencer à analyser ça, nous, spectateurs, c'est que c'est très clairement un film qui revendique la primauté de l'idée sur le récit. Alors ça, c'est quelque chose, une dichotomie qui est intéressante à analyser, c'est-à-dire que quand vous racontez une histoire,
vous avez un récit qu'il faut développer, donc avec des personnages, des enjeux, etc., etc. Et puis, vous avez des idées de mise en scène, des idées de métaphores, une manière d'incarner du symbolisme, en fait, à l'écran. Et la question que tout auteur, toute autrice va se poser, c'est comment est-ce que ces idées-là, qui ne sont que du symbole, en fait, qui sont de la matière idéale, vont pouvoir faire corps avec un récit qui, lui, a des enjeux beaucoup plus matériels, en quelque sorte, qui sont des émotions, des développements de personnages, une manière d'impacter le spectateur, bref, de donner du corps, c'est-à-dire de nourrir un récit afin que le spectateur puisse se sentir touché par celui-ci. Et quand je dis se sentir touché, il ne s'agit pas simplement de dire que le film doit nous faire pleurer, pas du tout. On peut être touché de tout un tas de manières différentes par un film. Mais l'objectif, c'est quand même qu'un lien se tisse entre ce récit et nous, afin que nous puissions vivre, nous spectateurs, une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle. C'est quand même pour ça que nous allons au cinéma. Et là, en revendiquant la primauté totale de l'idée sur le récit, on ne vit pas cette expérience. En tout cas, moi, je ne l'ai absolument pas vécue, parce que chaque scène se déroulait, et je me disais, ok, très bien, je vois ce que tu essayes de faire, mais dans la mesure où ton film est plus intéressé par les concepts qu'il traite que par me faire vivre une expérience esthétique et émotionnelle de cinéma, eh bien je me mets à penser avec ma tête, et non pas à ressentir corporellement le film, émotionnellement le film. Et donc on entre là dans un tout autre registre de cinéma qui est le registre théorique. C'est-à-dire que c'est un film qui bavarde énormément. Et vous le savez, si vous suivez les différentes émissions que j'ai pu faire, les différents épisodes, moi je suis plutôt partisan d'un cinéma de la viscéralité. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, c'est de ressentir des choses très fortes. Et là, en privilégiant la conceptualisation du récit à l'émotion du récit lui-même, on se retrouve avec un film qu'on pourrait qualifier de spectral. Ce que j'entends par spectral, c'est donc par opposition à cette métaphore que je faisais en disant qu'il fallait donner corps à un récit. Ici, on a un film sans corps. C'est-à-dire qu'on a un film qui est une succession d'idées, une succession de plans, et cette absence d'incarnation, paradoxalement, rend le film, l'ambition d'un film théorique caduque. Alors pourquoi ça ? Eh bien parce que Megalopolis est un film qui parle de beaucoup de choses. Voilà, donc d'un point de vue... si on devait résumer le film à travers un synopsis un peu simple, c'est l'histoire d'un architecte capable d'arrêter le temps, qui veut construire une nouvelle ville, qu'il baptiserait donc Megalopolis, et dont tout un tas de forces extérieures, notamment la rivalité qu'il entretient avec le maire de New Rome, la rivalité qu'il entretient avec un banquier, etc., tout un tas de personnages l'empêchent d'accomplir son rêve. Et donc, eh bien, son rêve s'inscrit dans une espèce de théorisation de l'urbanisme, de la manière dont l'être humain habite le monde, sur la civilisation, sur le rapport au temps, parce que je le disais, il a le pouvoir d'arrêter le temps, etc., etc. Mais le problème de cette absence d'incarnation, c'est que tous ces thèmes formidables, que je viens d'évoquer, eh bien, n'existent que dans les dialogues. C'est-à-dire que nous avons des personnages qui se contentent de débattre des sujets. Or, à mon avis, lorsqu'un film entend aborder un sujet, c'est-à-dire qu'il va le traiter tant dans son fond que dans sa forme, en réalité. Le metteur en scène, quitte à faire un film conceptuel vraiment purement, en revendiquant une primauté de l'idée sur le récit, eh bien, allons-y à fond. C'est-à-dire, proposons un film complètement expérimental qui va incarner par sa forme, laquelle va se répercuter sur le fond, tous ces grands enjeux philosophiques, le rapport au temps, le rapport à l'histoire, le rapport à la civilisation, que des gros concepts avec des majuscules qui ne sauraient être traités, à mon avis, dans leur complexité, tous simultanément dans un seul et même film. Ça me paraît compliqué d'avoir un rapport de synthèse à des enjeux si métaphysiques, en quelque sorte, pour le dire comme ça, mais surtout si abstrait, en fait. Et le problème, c'est que comme Francis Ford Coppola ne prend pas le temps d'incarner ses idées par sa forme, véritablement,
pour entretenir un discours sur ces différents éléments qui en effet sont intéressants, hein, on pourrait en parler pendant des heures, du concept même de civilisation et de comment est-ce que en tant qu'individu je dois me sentir inscrit ou pas dans un concept vague qui s'appellerait la civilisation, c'est très intéressant, mais le problème c'est que je ne sais pas comment t'incarnes un concept pareil par une forme. Hein, voilà, moi je... Hein, c'est le problème des concepts, c'est qu'ils sont abstraits, et que la forme, même si elle est expérimentale, a quand même besoin de concrétiser quelque chose dans une image pour nous la partager. Et là, du coup, le tour de passe-passe, en fait, qu'a trouvé Coppola pour incarner ses idées, pour tenter de les incarner, c'est de faire en sorte que les personnages parlent des sujets. Ce qui nous donne un film, paradoxalement, au-delà de l'aspect spectral que j'évoquais, donc avec la primauté de l'idée sur le récit, un film ultra bavard. Les personnages n'arrêtent pas de parler, de parler, de parler, de parler, et avec un dialogue qui, encore une fois, ne cherche pas du tout à faire récit, c'est-à-dire à nous impliquer dans des personnages qui ressentiraient des émotions, qui seraient dans des parcours de vie, etc., lesquels parcours formeraient une espèce de matière émotionnelle et esthétique à laquelle on pourrait se rattacher, pas du tout. L'incarnation de ces dialogues, ce sont des débats conceptuels. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui, en permanence dans le film, débattent à coups de grandes phrases conceptuelles de sujets qui les dépassent totalement et qui visiblement dépassent également leur auteur. C'est-à-dire que c'est une espèce de tissu de banalité, d'aphorisme sur le temps, l'espace, l'architecture, l'amour, des espèces de grandes phrases toutes faites qu'on pourrait retrouver en bio de comptes Instagram un peu edgy, si vous voyez ce que je veux dire, de comptes Instagram de gens autoproclamés poètes. C'est insupportable. C'est absolument insupportable, et ça ne fait pas dialogue, d'ailleurs. Ça fait dissertation, ça fait... Vous savez à quoi ça m'a fait penser, très précisément, c'est une référence extrêmement spécifique, ça m'a fait penser au débat d'intellectuels de plateau télé qu'on avait le samedi soir dans l'émission On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, qui était un talk show avec des discussions un peu spectaculaires entre intellectuels de plateau, qui se balançaient en permanence des aphorismes creux comme ça et des grandes phrases toutes faites sur la vie, la mort, l'amour et le monde. Et c'est exactement la sensation que j'ai devant ce film. Donc je me retrouve face à une espèce de logorée verbale, si on résume un peu. Une logorée verbale qui est produite par des personnages qui sont des sortes d'êtres purement conceptuels, hein, purement spectraux, qui n'incarnent jamais un récit auquel moi, spectateur, je pourrais me connecter, que ce soit émotionnellement ou esthétiquement. Je me retrouve bombardé sous une avalanche de concepts et d'idées de mise en scène qui entendent fonctionner presque indépendamment les unes des autres, hein, donc encore une fois, primauté de l'idée sur la cohérence, qu'on appelle la cohérence, c'est-à-dire le lien entre les différentes idées qui vont former une continuité à laquelle moi, spectateur, je peux me raccrocher, c'est-à-dire que quand je vois une nouvelle idée, je me dis « Ah, ok, très bien, je fais le lien avec l'idée précédente ». Là, on n'a pas du tout ça, on a l'impression d'un cadavre exquis, d'un kaléidoscope d'idées qui coexistent dans des univers parallèles, qui donc ne sont portés par aucun récit, qui donc ne m'impactent pas du tout émotionnellement, et qui m'ennuient philosophiquement. Ça démarre mal, ça démarre mal, chers amis, et ça va continuer, hein, parce que maintenant je peux le dire, on s'entend bien, on a commencé à discuter ensemble, enfin, j'ai baragouiné tout seul, enfermé dans ma chambre face à un micro, et vous m'avez écouté, mais j'ai détesté ce film, véritablement, je trouve que c'est un ratage complet, et d'ailleurs, en me plongeant dans l'histoire de la production de Megalopolis, je comprends un petit peu mieux ce ratage, parce que cette confusion, ce chaos que j'évoquais, j'ai essayé vraiment de détailler à travers tous les éléments qui me semblent problématiques dans l'absence de structure et de cohérence du film. En fait, ces éléments-là, ces défauts, en quelque sorte, sont parfaitement explicables par la production du film. Coppola nous dit lui-même qu'il a réécrit le script près de 300 fois. Quelle histoire mérite 300 versions d'un script ? Et lorsqu'on n'a pas de producteur, puisque Coppola a autofinancé le film entièrement, aucun producteur pour nous dire « Attends, je ne comprends pas, là, ce dont tu me parles, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, je ne vois pas le lien entre ces différents éléments », eh bien ça donne un résultat pareil. C'est-à-dire que ça donne l'ambition débridée d'un metteur en scène qui
convaincu de la pertinence de son discours et de la lisibilité de ses métaphores, emmerde totalement le récit en disant « de toute façon, on s'en fout que ce soit cohérent narrativement, puisque ce qui compte, c'est le sens métaphorique de ce que je propose. » Et après tout, pourquoi pas? Puisqu'en réalité, Mégalopolis est sous-titré « une fable ». Hein, Mégalopolis est une fable, c'est revendiqué comme ça dès le départ. Donc, primauté de la métaphore sur la cohérence narrative, pourquoi pas? Après tout, le cinéma est aussi une manière d'incarner des idées par la métaphore filmique. On pourrait s'en accommoder, sauf que là, le problème, c'est que cette primauté de la cohérence que j'évoquais, elle permet quelque chose d'assez basique, on va dire, dans le déroulement d'un film, qui est la lisibilité. Que ce soit la lisibilité de l'action ou la lisibilité des thèmes, en fait, simplement. Et en assumant totalement la primauté de l'idée, de la métaphore sur le récit, Coppola casse cette lisibilité. Mais de manière non intentionnelle. Parce qu'en effet, Coppola nous dit de son film que c'est une grande fresque. Voilà, il le pense comme ça. Une fresque qui ne serait pas compréhensible et qui ne serait pas lisible, j'ai du mal à te croire. Hein. Je pense qu'on ne fait pas une grande fresque avec plein de personnages basés sur les dynasties de familles antagonistes qui s'affrontent, etc., pour faire un film expérimental de 3 heures auquel personne ne comprend rien. Hein, je ne pense pas... Non, franchement, non. Je ne pense pas que ce soit l'intention première. N'est-il pas? Et donc ça crée quoi? Ça crée de la confusion. Parce que lorsque tu fais une métaphore, tu ne peux pas t'assurer que tous les spectateurs comprennent systématiquement le sens de la métaphore. Et lorsque tu crées un film de science-fiction, parce que Megalopolis est un film de science-fiction, eh bien si tu fais en sorte que le spectateur se pose trop de questions, à un moment il va falloir y répondre. Ou alors, il va falloir revendiquer le mystère comme objet esthétique, comme par exemple peut le faire un auteur comme David Lynch, ou un autre auteur comme Damon Lindelof à la télévision, où le fait de ne pas comprendre fait partie de l'expérience. Mais là, quand tu fais une fresque, le mystère ne correspond pas au style d'écriture qui est déployé. Il y a une incompatibilité entre les deux. Faire une fresque totalement opaque, je veux dire, Lynch par exemple, pour reprendre la métaphore, n'a jamais fait un film sur l'Empire romain de 3 heures. Et résultat, eh bien, nous sommes face à un film narrativement très compliqué, extrêmement bavard, où nous nous posons en permanence des questions sur la cohérence interne de son univers. Voilà, donc par exemple, des questions sur l'incohérence technologique. Comment se fait-il que dans certaines scènes, les photographes de presse aient des appareils photo à ampoule, hein, donc comme on en a dans les années 40, et que la séquence d'après, on soit en 2024, technologiquement. Alors oui, tu comprends, c'est pour parler d'une intemporalité, d'une impression de société. Non, ça me fait me poser une question. Ça me fait me poser une question, et si c'est une métaphore, je dois prendre un temps pour réfléchir à ce qu'elle signifie, et donc je sors du récit. Et en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est supposé signifier, à part créer des images iconiques, lesquelles images valent en elles-mêmes indépendamment les unes des autres. Et dans ce cas-là, on retrouve ce que je disais au préalable, à savoir qu'on a des scènes purement conceptuelles qui se succèdent au détriment du moindre récit et de la moindre expérience esthétique cohérente. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, par exemple, qui m'a beaucoup exaspéré aussi dans le film, c'est la question des pouvoirs du personnage de l'architecte, intéressé par Adam Driver. Pourquoi cet homme a-t-il des pouvoirs? D'où viennent ces pouvoirs? Pourquoi les perd-il à un moment du récit? Est-il le seul à avoir des pouvoirs ou est-ce que d'autres personnages ont des pouvoirs? Est-ce que les autres personnages sont au courant que ce personnage a des pouvoirs? Il semblerait que non, puisque lorsqu'il les utilise, personne ne réagit. Qu'est-ce que c'est que cette matière, le mégalone, qu'il invente? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'il l'a inventée? Comment se fait-il que quand il la regarde, cette métaphore, il y a des souvenirs d'un personnage à l'intérieur, etc., etc. Alors, les défenseurs du film vont me répondre, et ils auront raison, « Haha, il n'a pas compris la métaphore. » Si, je vous rassure, j'ai compris la métaphore. Hein, l'architecte est un artiste, donc il arrête le temps. Pourquoi est-ce qu'il y a des souvenirs dans le mégalone? Parce qu'un artiste crée à partir de ses souvenirs. J'ai compris la métaphore. Mais est-ce que cette métaphore nous offre un récit intéressant? Est-ce que cette métaphore
créer une cohérence entre les différents éléments narratifs du récit. Est-ce que cette métaphore m'implique émotionnellement? Est-ce que cette métaphore me crée une expérience esthétique qui justifie le prix de la place de cinéma et les 2h30 de vie perdue? Parce que moi, le temps, il s'est pas arrêté devant le film. Et finalement, tout ça ne fait que nourrir l'idée générale de cet épisode de D'Explorer, à savoir que Megalopolis est un film confus. C'est un film confus, mais je pense que c'est plus qu'un film confus en réalité. Je pense que, et vous me pardonnerez la violence de l'expression, je pense que c'est un film gâteux. Parce que, une fois qu'on a totalement abandonné l'idée qu'on va avoir un récit cohérent, avec un sentiment de progression entre les différents éléments narratifs, que l'on va se sentir impliqué émotionnellement, et que donc on va regarder le film non pas avec notre cœur, mais avec notre tête, et que l'on va se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est profond ! Oh là là, nous sommes des êtres soumis au temps. Oh mon Dieu, je ne m'étais jamais fait une telle réflexion dans ma vie. Oh, je t'en supplie, fais une scène de 10 minutes où les personnages vont parler de cette question. » Donc voilà, une fois qu'on aura passé tout ça, il nous reste les idées visuelles. Parce qu'après tout, quitte à assumer de faire un film conceptuel, dans sa forme, à n'en avoir rien à foutre, de l'impact narratif qu'un film pourrait avoir sur toi, voilà. Quelle idée qu'un film pourrait te faire ressentir des émotions, qu'un film ce serait des personnages. Non, non, un film ce n'est que de la forme, non, non, non. Très bien, écoute, allons dans ton sens. Alors, parlons des idées visuelles du film, qui seraient donc révolutionnaires, d'après certaines personnes. Donc apparemment, faire 3 split screens dans un film de 2h30 et faire de la surimpression, c'est, je cite, révolutionnaire. À mes yeux, non. À mes yeux, ça s'appelle faire ses premières armes sur un logiciel de montage numérique et expérimenter tout ce qu'on trouve parce que c'est rigolo. Mais bon, après, nous jugeons chacun des idées visuelles à partir de notre propre expérience de ces outils. Voilà. Après, en plus, j'ai envie de m'énerver vraiment sur le film, parce que là, je commence... Plus j'en parle, plus ça monte, plus ça bout. J'aimerais vous dire que le film est dégueulasse visuellement, parce que je le pense, mais après tout, ça c'est subjectif. Finalement, il y a des gens qui vont me dire que c'est très intéressant comme expérimentation visuelle. Moi, je ne trouve pas. En tout cas, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Je ne vois pas en quoi ça raconte quelque chose de particulier. Et surtout, encore une fois, comme je ne suis pas impliqué émotionnellement parce que le film n'a pas fait en sorte de m'impliquer, lorsque je vois une idée visuelle forte, je la regarde pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une idée visuelle. Et je me dis non pas oh, « quel moment de cinéma », je me dis « ah tiens, c'est joli ». Et ça, c'est quand même une énorme différence. C'est une manière... Je ne pense pas que ce soit la manière dont Coppola voulait qu'on regarde son film. Et puis alors, parce qu'il faut bien aborder le sujet qui fâche, parlons des effets visuels, qui sont... Alors je dirais pas tous totalement ratés, ça c'est faux. C'est faux parce qu'il y a certaines scènes où ça fonctionne à peu près. Il y a une scène notamment que j'ai vraiment beaucoup aimée, une seule du film. Voilà. Donc vous voyez, je suis quand même honnête avec vous. Il y a des choses que je défends dans le film, qui est la scène des statues, qui arrive dans le premier tiers du film, où les statues tombent de fatigue, en quelque sorte, et ça, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée visuelle. Mais le reste du temps, je me suis contenté de regarder tout ça de loin, avec une espèce de crispation faciale, basée sur un constat, enfin fondée, cette crispation se fondant sur un constat, qui est que, de toute évidence, Coppola ne maîtrise pas la technologie VFX, il ne maîtrise pas le fond vert, en fait, tout simplement, et ça se voit. Ça se voit parce que le sentiment permanent visuel à l'écran devant Megalopolis, c'est que c'est un film où les acteurs sont complètement cloîtrés dans des espaces minuscules dans lesquels ils déambulent entourés de fond vert, et dont à aucun moment nous avons l'impression que ces espaces se prolongent à l'infini, ce qui peut être l'intérêt d'un fond vert d'ailleurs, se dire « Ah tiens, génial, ok, on a un tout petit décor, mais avec le fond vert, en jouant avec la perspective, on va pouvoir étendre à l'infini l'espace, le cinéma devient un art de tous les possibles, etc. » Là, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que comme Coppola ne sait pas aligner sa caméra de façon à créer un effet de perspective avec son décor numérique, la seule chose qu'on voit, c'est un acteur devant un fond vert.
pendant tout le film, un film sur l'architecture qui donc n'arrive pas à gérer l'espace, ce qui est quand même plutôt problématique, je trouve. On voit des fonds verts permanents avec des alignements de lumière qui sont bizarres, avec des lignes de fuite qui font qu'on regarde l'image, on se dit mais attends, il y a un problème là. Enfin, je veux dire, le décor ne devrait pas ressembler à ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment extrêmement gêné en fait pendant tout le film en me disant qu'il ne savait pas faire. Et lorsque, encore une fois, je me replonge un peu dans l'histoire de la production du film, j'apprends que Coppola a viré le directeur du département VFX pour le remplacer par son neveu qui, lui, allait véritablement respecter sa vision. Je me dis qu'on a dû avoir un chef de poste qui lui a dit que Francis, c'est pas comme ça qu'on fait, et à mon avis, tu devrais pas faire ça comme ça, parce que là, tu vas obtenir tel résultat à la fin. Et il lui a dit, comment ça, je suis Francis Ford Coppola, j'ai fait Apocalypse Now, dégage de là, je fais ce que je veux. Eh ben écoute, très bien Francis, mais le résultat est tout simplement immonde, voilà, visuellement. Alors il y a quelques idées visuelles, je veux bien l'admettre, il n'y a pas de problème. Il y a 2-3 plans où je me dis, ah tiens, pourquoi pas, en effet. Mais tous ces plans sont dans la bande-annonce. Ce qui a créé une frustration énorme chez moi aussi, parce que je me suis dit, bon, vous voyez, quand ça fait 1 heure que t'en peux plus, parce que les personnages font que... ne sont tous que des BHL sur un plateau télé en train de balancer des grandes phrases sur la vie, la mort, l'amour et le monde, et que t'en as rien à foutre du récit, puisque Coppola n'en a rien à foutre du récit, puisqu'il fait un film purement conceptuel, avec une idée par plan, une idée par scène, et peu importe si ça a du sens, et peu importe... voilà, le tout avec des effets spéciaux dégueulasses. Moi, au bout d'1 heure, je me dis... Ok, ça commence à être très très long, là, comme expérience de cinéma. Mais je me dis, ah tiens, raccrochons-nous aux idées visuelles. Elles sont toutes dans la bande-annonce. Et alors ça, je peux vous dire que ce sentiment d'avoir été floué, de me dire, ok, au moins on va vite fait avoir de l'expérimentation visuelle, et que j'avais déjà vu tous les plans d'expérimentation visuelle dans la bande-annonce, je n'avais plus rien à me mettre sous la dent. Sinon, le sentiment de plaisir insoutenable qui m'a traversé lorsqu'enfin les lumières de la salle se sont rallumées et que tout ça s'est arrêté. Et donc, eh bien, me voilà devant vous maintenant pour revenir sur cette douloureuse expérience qu'a été Megalopolis. Un film confus. Un film qui a été trop longtemps en production. Un film où personne n'a arrêté un auteur qui, porté par une espèce d'énergie de fin de vie, je sais pas comment l'analyser autrement, là je suis désolé, je fais un peu de la psychologie de comptoir, mais je peux pas m'empêcher de me dire que Coppola sait qu'il est sur la fin de sa vie, et c'est la vérité. Francis Ford Coppola est très âgé maintenant, et qui s'est dit, ok, très bien, si je dois faire un dernier film, je vais mettre tout ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Peu importe si ça a du sens, peu importe si ça intéresse les spectateurs, je fais les films pour moi. Je fais ce film pour moi. Et c'est sur ce débat très intéressant que j'ai envie de vous laisser, chers auditeurs, chères auditrices. Est-ce que faire un film pour soi, c'est faire un film? Est-ce que faire un film dont on se moque qu'il soit compris, dont on se moque qu'il fasse récit, dont on se moque qu'il emporte émotionnellement son spectateur, dont on espère vaguement qu'il sera conceptuellement reçu, mais en aucun cas regardé avec le cœur, est-ce vraiment faire un film? Coppola nous dit en interview qu'il voulait faire un film optimiste, un film qui ferait que, à la fin, on pourra discuter du monde dans lequel on veut vivre et de ce qu'on veut laisser à nos enfants. Personnellement, quand je suis sorti de la salle, j'ai eu envie de boire. Alors on s'est posé en terrasse, on a bu des bières, et en regardant le fond de nos verres, on s'est dit, putain, plus jamais ça. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette formidable émission que vous adorez toutes et tous, d'Explorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai été très véhément à son égard, mais c'est à la hauteur de ce que le film m'a inspiré. Je suis vraiment très déçu, très frustré, d'où l'intérêt de cette métaphore de début d'émission. Je vous souhaite de découvrir de bons films. Je vous souhaite de découvrir des films qui ont quelque chose à faire de vous. Je vous souhaite de découvrir des films qui ont du cœur. Et je vous dis à très vite dans une prochaine émission. Salut tout le monde.